Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 9e épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste. Un podcast qui ne devrait pas exister. Une figure médiatique connue pour son franc-parler et son humour piquant qui vous chatouille les zygomatiques pour les uns. Une snipeuse grande gueule made in France qui dézingue sur RMC pour les autres. Gare à vous si elle vous a dans son collimateur. Une arabe de service pour ses détracteurs, ce qu'elle assume pleinement sur sa page Twitter. Oui, je suis une arabe au service de la France. Une femme politique de gauche issue du PS et ancienne porte-parole de Manuel Valls. Une femme de terrain au plus près de la jeunesse qu'elle connaît très bien, de nos campagnes jusque dans nos banlieues. Une survivante qui a fait un pied de nez à 2 cancers. Une guerrière du verbe qui contre l'islamisme et qui elle aussi a fini sous protection policière, une de plus. Une maman qui a une super recette de couscous que j'ai prise en capture d'écran et qui traîne dans mon portable depuis. Une grand-mère de 60 ans qui danse en tenue disco pailletée argentée sur des tubes des années 80. Une petite fille qui voyait débarquer chez elle régulièrement un prêtre pour discuter avec son papa de tout un tas de sujets. C'est d'ailleurs peut-être pour cela qu'elle puise sa force dans le fracas des opinions divergentes et qu'elle ne craint pas le tumulte des idées discordantes, devenu son terrain de jeu. Elle est aussi la petite fille et la jeune fille qui se sont battues pour avoir le droit d'être libres. Elle en a conservé la flamme vive de la répartie éclairée et a aiguisé son bouclier rhétorique contre l'obscurantisme et contre les détracteurs d'Israël, pays qu'elle connaît. Alors vous l'aurez compris, Zora la blonde, et non la rousse, est l'antithèse de la technocrate. Préparez-vous à entendre une femme qui ne mâche pas ses mots. C'est que cette femme-là aime la vie et ne s'en cache pas. Et c'est peut-être ça, son moteur. Mesdames et messieurs, je vous présente Zora Bitan, une de nos sentinelles du temple laïque de nos libertés. Je dédie ce 9e épisode à toutes les personnes en France qui ont été ou sont sous protection policière pour oser l'ouvrir. Malheureusement, j'en connais de plus en plus, des intellectuels, des journalistes, des personnalités engagées, des militants, dont le cercle grandit d'année en année. Et à tous les otages, puissions-nous vous voir rentrer chez vous, sains et saufs. Alors Zora, ma première question, très sérieuse, je commence... Quand est-ce que tu me fais goûter ton couscous ? Ah bah écoute, il n'y a plus qu'à... Non, il n'y a plus qu'à, ce sera avec grand plaisir, vraiment. Très bien. Que penses-tu de cet édito ? Qu'est-ce qu'il y aurait à ajouter sur Zora il est touchant. Bitan ? Non, il est touchant. C'est vrai que je retiens que j'aime la vie, c'est vrai. C'est vrai, j'aime la vie et j'aime la vivre. Et j'aime bien sentir la vie, c'est important. Comment tu la sens, la vie ? Belle. En tout cas pour moi, parce que d'abord, je reviens de loin, et parce que j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à vivre, j'ai tellement d'amour à recevoir et à donner, que pour moi, c'est important. J'aimerais vivre 1000 ans, juste pour aimer, par exemple. Parce que ça, c'est un sentiment qui est absolument génial, quoi. Quel est ton moteur, justement ? Alors, l'amour, ça t'alimente, mais où est-ce que tu puises ça dans ta vie ? En fait, ça va paraître bizarre, mais la quête de paix. En fait, j'ai envie que les gens soient heureux. C'est vraiment un truc de dingue. D'ailleurs, ça me vaut pas mal de problèmes avec les gens. Parce que j'ai une définition de l'amour et du bonheur. Et en fait, j'arrive pas à comprendre comment les gens n'aient pas ça comme boussole chaque jour. Ça me dépasse. Et en fait, je me dis que il faut que chaque jour, on fasse en sorte que ce soit une bonne journée parce que c'est une addition et que la vie, c'est tous les jours une soustraction. Donc, il faut bien vivre chaque jour. C'est vraiment quelque chose d'important. Quand j'ai gâché une journée, je me dis « Oh là là, ça fait une journée de moins, quoi. » C'est un peu comme une journée de pluie. C'est pareil. Donc oui, je puise ça dans la quête de paix. J'ai vraiment envie que les gens soient heureux. Pour rentrer dans le vif du sujet, en édito, je disais que tu étais une amie d'Israël. Un pays que tu connais. Est-ce que tu peux nous parler d'Israël, de ce que tu as vu là-bas, de ce que tu as vécu et comment tu perçois ce pays ? Oui, je suis une amie d'Israël et avant d'être une amie d'Israël, j'ai toujours été depuis petite une amie du peuple juif.
pour être très clair. Tu as grandi où ? Dans une maison avec des parents musulmans en banlieue. En banlieue, et rien ne me prêtait à cette espèce de coup de cœur que j'ai eu quand j'ai découvert à 11 ans la Shoah. Et puis après, je me suis intéressée vraiment à comment ce peuple est sorti de cette Shoah et comment il a fabriqué sa vie, son humanité, etc. Et ça m'a emmenée à avoir une passion pour le peuple juif. Et je dis toujours que si j'avais eu une passion pour un peuple en Patagonie, j'aurais jamais eu de problème. En fait, moi, j'ai une passion pour le peuple juif, comme n'importe qui peut avoir une passion pour un peuple d'ailleurs. Et j'ai toujours été fascinée par la résilience. Et c'est ça qui m'a toujours frappée et émue. J'ai vu des tas de films, de documentaires où, quelle que soit la situation, on fait, on croit, on espère, on rebâtit et on dit rien. Et c'est l'antithèse de l'environnement où j'ai vécu et de la culture d'où je viens, qui est une culture où on est très dans si Dieu veut, le mektoub, on se plaint. Alors que la culture juive, elle n'est pas du tout comme ça. Elle me correspondait plus. Donc, je n'ai pas été une amie d'Israël par rejet d'autres. J'ai embrassé ce peuple j'allais dire, par admiration de la façon dont il vit et dont il conçoit la vie et qui correspondait à ma conception de la vie. Ça aurait pu être un peuple au fin fond de l'Inde, ça aurait été pareil. Et donc, je me suis dit, je vais aller en Israël parce qu'il faut absolument que j'aille en Israël. Et évidemment, là-bas, j'ai découvert ce que je pensais et ce que je savais déjà. Une ruche, des gens qui font, des gens qui travaillent, qui bâtissent, qui construisent, qui innovent, qui recherchent, qui sont à la pointe de beaucoup de choses et qui pourtant sont en danger quotidiennement. C'est un peuple qui est haï de par le monde, dont l'histoire repose sur 2000 ans d'antisémitisme, mais en fait, ça les gêne pas. Ils avancent. Et moi, je trouve ça absolument génial, parce que c'est un peu moi, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Et ça m'épate, et ça me fascine. Et alors là, depuis le 7 octobre, je défends pas Israël contre les Palestiniens. Je défends Israël dans son droit d'exister et de vivre. Et je pense que c'est ça qu'on lui dénie. Et on peut accepter, ou en tout cas entendre, que l'on défend aussi les Palestiniens, mais pas au prix de nier aux Israéliens le droit d'avoir un pays et le droit de vivre. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Et alors moi, je te connais donc à la ville, donc je sais qu'en effet, ça te ressemble énormément. Et ça peut, dans ce que tu décris, il y a même une identification à Israël dans ce que tu racontes. En revanche, tu dis c'était l'antithèse de ma famille. Pourtant, il y a une autobiographie de toi, un livre donc, sur ta vie que j'ai lu. Tu peux nous rappeler le titre et la maison d'édition pour les personnes que ça intéresserait ? C'est Une grande gueule made in France et c'est aux éditions Godefroy. Voilà. Et il est sorti en septembre l'année dernière. Voilà. Et quand je dis l'antithèse culturelle, globale, ouais. C'est-à-dire pas de la façon dont mes parents pensaient, mais dans notre culture, dans la culture méditerranéenne, maghrébine en particulier, on n'est pas dans la résilience. C'est pas vraiment quelque chose de marqué individuellement. Bien sûr qu'il y a des gens résilients. Bien sûr qu'individuellement, on peut aller chercher des gens. Mais globalement, c'est pas comme ça. C'est toujours Inch'Allah, si Dieu veut. Il n'y a pas d'autocritique. L'autocritique revient à une trahison. On le voit bien d'ailleurs. Quand on essaye de faire avancer des gens issus de culture maghrébine, il y a une espèce de cordon qui se fait. Et voilà. Et c'est l'antithèse de ce que moi j'ai. Pour moi, le peuple juif, c'est tout le contraire. Est-ce que tu penses que quand on lit ton livre, il y a quand même un truc qui est très atypique, c'est cette histoire, c'était un prêtre ou un curé qui venait chez vous. C'est quand même, ça montre une ouverture d'esprit de la part de ton père, ou au moins de tes deux parents, même si c'est plus ton papa apparemment. Oui. C'est assez atypique. Est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui un lien de cause à effet avec ce que tu es aujourd'hui, la façon dont tu penses ? Mais oui, parce que mes parents étaient d'abord philosophiquement très ouverts, très cultivés, même s'ils étaient analphabètes, et mon père était surtout quelqu'un de très ouvert et très tolérant. Donc quand il a découvert que frère Jérôme, qu'il avait connu en Algérie, habitait pas loin de chez nous, frère Jérôme, il a sonné à la cloche tous les dimanches et il ramenait la vie. Une fois par semaine ? Ah oui, il venait tous les dimanches. Génial. Et il ramenait la vie et le pèlerin.
qu'on lisait, on regardait le programme télé, mais on lisait. Et puis surtout, on avait des liens avec l'Église, quoi. C'était, pour mon père, c'était le respect, c'était important, quoi, d'avoir cette parole. Donc on a été élevés quand même dans la tolérance, l'ouverture. Et puis l'Holocauste, pour mon père, c'était aussi quelque chose à sanctuariser. Il n'était pas question de dire du mal du peuple juif. Voilà, il fallait être tolérant et ouvert avec tout le monde. Il me disait, mais dans ton travail d'aide aux autres, puisque j'ai toujours fait ça, tu tries pas les gens. Et puis je pense que mon père, au fond de lui, était content que je devienne une femme libre. Alors, c'est super important, tu dis plein de choses. Déjà, est-ce que tu as vu une différence dans ce que tu racontes en banlieue, vous étiez où? Tu peux dire On était à Thiers, Thiers, dans le Val-de-Marne, dans une maison. Voilà, dans le Val-de-Marne. Est-ce que tu as vu une différence entre ton enfance, ton adolescence, en tant que femme vers tes 18-20 ans? Est-ce que tu as vu évoluer les choses sur le discours dans ton environnement sur les Juifs? Ou est-ce que c'est resté pareil au sein de ta famille et dans ton environnement? Parce que j'ai reçu, par exemple, Fadila Maroufi, qui, elle racontait, elle a vu évoluer la situation au sein même de sa propre famille et dans son environnement avec un antisémitisme et une radicalisation en Belgique qui a été vraiment hyper notoire dans ces années. Est-ce que toi, tu as vécu ça, la même chose, ou pas du tout, déjà? Pas vraiment. Moi, on va dire que je ne sais pas si je suis un bon exemple, parce que moi, j'ai vécu dans une famille maghrébine plutôt sympa et plutôt ouverte, pas du tout raciste, pas antisémite. On pouvait, je veux dire, mes parents ont vécu la colonisation, donc ils avaient un avis, ils avaient de la douleur, ils avaient de la souffrance, mais normal, quoi. Il y avait rien d'anormal à ressentir de la défiance à l'égard du blanc, du français, etc. Mais mes parents avaient une certitude, c'est que la France c'était une chance pour nous. Voilà, ça, au prix de taire leur souffrance, ils s'étaient dit, mais finalement, ils sont mieux ici, nos enfants. Donc, ils ont accepté. Moi, je pense que l'évolution de l'antisémitisme, d'abord, il a toujours existé. C'est juste que la situation politique et la classe politique que l'on a, et ceux qui propagandent, ont donné l'autorisation à ce qu'il se dévoile. Mais il a toujours existé. C'est ça la différence. Nous, c'était pas un sujet. D'abord, on n'avait pas le temps. Et puis, on n'y pensait même pas. Et on a fabriqué cette cause pour, justement, les populations issues de l'immigration maghrébine. Mais c'est d'abord une cause politique, une cause intellectuelle et une cause qui touche surtout les milieux bourgeois d'extrême gauche. Parce que finalement, la cause de l'éducation, des ghettos, des quartiers, des inégalités, elle est quand même plus puissante que la cause palestinienne, normalement. Normalement, elle devrait quand même être au centre des quartiers populaires, et pourtant elle est secondaire. C'est-à-dire que sa propre vie est passée en second au profit d'une cause palestinienne dans laquelle les idéologues d'extrême gauche ont puisé un antisémitisme et ont permis à ces populations de choisir cette cause qui a totalement supplanté les causes sociales, etc. Alors, pour les gens qui nous écoutent, tu connais très bien les quartiers. Oui. Je ne l'ai pas dit en édito parce que je voulais que tu le dises toi-même au micro, ce que tu as fait et toute l'expérience que tu as acquis sur le terrain, de connaissance de la jeunesse. Et deuxième question qui s'ensuit, tu parles de la gauche. Comment tu vis et qu'est-ce que tu penses de la position de la gauche aujourd'hui? Toi qui es une femme issue donc de la gauche. Et est-ce que tu peux nous dire, voilà, déjà, ce que tu connais du terrain et qu'est-ce que tu as fait pour connaître ce terrain? Moi, j'ai toujours considéré, je me suis engagée à 16 ans avec une idée, la lutte contre la misère intellectuelle et en particulier auprès des garçons, en me disant que plus ils s'intégraient, plus ils s'assimilaient et plus les filles pouvaient vivre librement. C'était pour moi c'est un peu mon cheval de bataille. Et donc, pourquoi? Parce que j'ai découvert très jeune qu'il y avait une différence entre les filles et les garçons. Et moi, j'ai été assoiffée de liberté enfant. C'est-à-dire, toute petite, j'ai compris que en tant que fille, il y avait des droits que je n'avais pas. En tout cas, j'avais une liberté que j'avais pas. Tu l'as vu dans ta famille, au sein de ta propre famille. Voilà, même si mes parents étaient plutôt ouverts, mais quand même. J'étais quand même une fille. À quoi ça se voyait? L'amour, les garçons, les sorties. Je trouvais pas normal que j'ai pas le droit d'aller à une boum, au cinéma. Enfin bon, c'est pour moi hallucinant. Donc je me suis dit, mon premier combat, c'est la liberté. C'est de faire ce que je veux.
j'ai les petits copains que je veux, je vais où je veux. Et donc, j'ai tout transgressé. Tout, mais alors totalement. Et avec des parents un peu, on va dire, qu'on fait comme s'ils n'avaient rien vu. Parce que comme ils m'aimaient tellement qu'ils se sont dit, on n'a rien vu. Mais quand même, j'ai quand même beaucoup transgressé jusqu'à épouser quelqu'un qui n'est pas musulman. Mais quand même, j'ai quand même... de père juif et de mère bretonne. On appelle ça un séfarton. Un séfarade mi-séfarade, mi-breton. Et voilà, je voulais être libre. En fait, mon truc, c'était, puisque vous voulez pas que je vive librement, j'avais dit à un de mes frères, je lui avais dit, écoute, si ton Dieu, il avait voulu qu'on soit différent, il aurait fait un cœur pour les filles, un cœur pour les garçons. Jusqu'à présent, on a le même fonctionnement affectif. Bon, bref, ça m'avait valu, il s'en est parmi, il s'en souvient encore. Mais c'était pour moi une quête. Et donc, je me suis dit, le problème, c'est les garçons, c'est pas les filles. Donc, il faut que les garçons comprennent qu'il faut qu'ils s'assimilent et ils s'intègrent. Donc, mon chemin a commencé comme ça. Et ensuite, professionnellement, j'ai atterri dans l'insertion professionnelle. Et puis, je me suis dit, faut que je sauve des jeunes tout le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, encore hier d'ailleurs, je suis auprès des jeunes avec un programme qui s'appelle Scier les barreaux de sa tête, où j'essaye d'expliquer aux jeunes que finalement, leur intégration dans la société et dans la vie et dans la communauté nationale, elle leur incombe à eux. Alors, une fois qu'on l'a déclaré, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des parcours compliqués. Mais j'ai de la passion, j'ai de la méthode, ils sont super sympas avec moi, mais c'est ce décalage entre le réseau X, où on se fait insulter toute la journée, et le terrain, il est absolument incroyable. Twitter. Voilà, les gens sont super dans la vraie vie, les jeunes sont adorables, ils savent qui je suis. D'ailleurs, ils se demandent, pour eux, quand on passe à la télé, qu'est-ce qu'on fout dans une cité auprès de jeunes ou dans une campagne. Et en fait, c'est mon havre de paix, en fait. C'est là où je me sens utile et c'est là où je fabrique les citoyens de demain. Et je me dis, c'est comme remettre des étoiles de mer dans la mer. On peut pas toutes les mettre, mais si on en met quelques-unes, on a participé à quelque chose. Donc voilà, ça, c'est un peu mon occupation depuis toujours. J'ai lu d'ailleurs ton programme Scier les barreaux de sa tête, et il est très positif. Il est dans l'antithèse de la victimisation, ce qui est très rare aujourd'hui, ce qui me ramène à ma deuxième question. Qu'est-ce que tu penses ? Que penses-tu de la gauche aujourd'hui et de la gauche qui se positionne par rapport à l'antisémitisme ou qui ne se positionne pas? D'ailleurs, comment tu le vis, toi, comme justement étant une femme de terrain? Est-ce que tu as croisé cet antisémitisme, d'ailleurs, dans les banlieues ou auprès des jeunes? Mais non. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que tout ce dont on parle, le wokisme, les décoloniaux, tout ça, mais en fait, c'est assez rare. Ils ont une préoccupation qui est liée à leur propre vie, leur parcours, etc. Donc, je pense que c'est un univers un peu à part. Maintenant que ces univers-là, j'allais dire, phagocytent des jeunes, les endoctrinent, etc., c'est fort possible. Mais franchement, les jeunes, c'est pas leur priorité. Vraiment pas. Et alors, quelle est leur priorité ? C'est simple. C'est je voudrais avoir un travail, une carte bleue, une maison, partir en vacances, quoi. C'est aussi simple que ça. Des rêves. Personne n'a envie d'aller sur la Lune, s'acheter une Porsche. Ils en sont pas là, quoi. Ils ont envie d'être heureux, ils sont cabossés, ils ont des histoires assez incroyables. Ils ont besoin d'espoir, quoi. Et c'est vrai que nous, le programme, il s'appelle Former à l'espoir. C'est-à-dire, faut que tu y crois. Et donc, il faut vraiment les mettre sur un chemin où ils se disent, c'est bon, je vais voir la vie du bon côté. Et ça, c'est incroyablement important, quoi. Par rapport à la gauche, donc comment tu perçois ça, toi, femme de gauche, femme de terrain, les prises de position d'une certaine gauche, comment tu vis ça ? Et est-ce que tu as un peu d'espoir pour l'avenir ? Est-ce que tu penses que ça va un peu changer ? Ou ça, par rapport à l'antisémitisme, j'entends. La gauche, elle a trahi tout le monde, en fait. Pour moi, c'est la plus grosse trahison, c'est cette gauche qui a prétendu être celle qui sauve, celle qui intègre, celle qui pense bien et celle qui pense mieux que les autres. Elle a échoué sur l'antiracisme totalement, parce que le racisme s'est exacerbé de toutes parts. Du racisme qu'on ne voyait pas quelque part, on en voit partout. Aujourd'hui, elle a tellement échoué qu'aujourd'hui, pour elle, la lutte contre l'antisémitisme, ça reviendrait à devenir raciste contre les Maghrébins. En fait, elle mélange tout. Elle a encore rien compris.
elle fait aucune différence entre l'intégrisme, l'obscurantisme, l'islamisme et le croyant, le droit d'être musulman et d'être respecté. Donc, c'est elle qui pourrit toute la situation parce que je pense qu'elle est en grande difficulté dans son idéologie qui n'est plus claire du tout. Ça fait déjà plus de 10 ans que la gauche ne travaille plus et n'a plus de boussole, n'a plus de doctrine. Elle est totalement éparpillée façon puzzle. Elle a les républicains laïcs, universalistes, les sociodémocrates, elle a la gauche communautariste et cette gauche clientéliste et communautariste a pris comme projet les opprimés. Ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'elle a considéré que finalement, l'antisémitisme, c'était moins grave que d'avoir en France des opprimés qui sont stigmatisés parce que musulmans, stigmatisés parce que maghrébins. Or, c'est pas du tout ça le sujet. On peut combattre l'antisémitisme et être un fervent défenseur tout en considérant que l'intégrisme, l'obscurantisme, l'islamisme, ce sont des fléaux qu'il faut combattre pour sanctuariser à la fois les musulmans et à la fois les juifs. En fait, c'est ça le drame de la gauche. Elle n'a plus aucune crédibilité et elle n'a plus de socle, elle ne sait plus où elle va. Et d'ailleurs, quand on voit qui l'incarne aujourd'hui, on a peur. Quand on voit que on va de Mélenchon jusqu'à Olivier Faure, en passant par l'aile gauche totalement inféodée à la cause palestinienne, par opposition à je ne sais quoi, on se dit, mais moi, il y a des fois, j'en suis à me demander si est-ce que le chaos, qui est quand même pas une bonne solution, mais est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on vive quelque chose d'extrêmement difficile pour que tout le monde revienne à la raison, quoi. Tu sens ça, qu'il peut y avoir quelque chose de très oui, parce qu'il n'y a pas d'issue. On est dans un labyrinthe. On va là, on croise l'extrême gauche, on voit là, on va l'extrême droite, on va par là, on croise les tout mous, on croise les indignés de salon, les salonnards, ceux qui se font plaisir à faire des tribunes, des machins, et qui déploient rien sur le terrain, qui sont totalement absents. En fait, on est dans un labyrinthe, nous. C'est nous, en tout cas, ceux qui sont engagés. Et donc, on se dit, mais on sort comment de là-dedans ? Est-ce qu'il y a quand même un petit échantillon de personnes, de personnalités publiques dans l'aile gauche auquel tu peux encore te référer, ou est-ce que vraiment pour toi c'est quel avenir tu vois dans cette gauche-là ? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un rééquilibrage à un moment ? Bah non, moi je vois personne. Tu vois personne ? Non, moi si je devais aujourd'hui citer une personnalité de gauche dans lequel je pourrais fonder de l'espoir, en fait j'en vois pas du tout. J'en ai pas, ni à droite d'ailleurs. En fait, je vois personne. Mince. Ah ouais, je vois personne pour nous sauver, quoi. Ça m'inquiète. D'habitude, on a envie de suivre quelqu'un. J'ai trouvé que Gabriel Attal avait fait un très bon début comme ministre de l'Éducation nationale. Mais un peu voilà. trop court. Ouais, est-ce qu'il va être formaté ? Est-ce que aujourd'hui, la situation est tellement compliquée qu'il faut tout transgresser pour y arriver. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir du courage. Il faut être clair et il faut tout transgresser. Et il faut accepter de se prendre une vague incroyable. Mais en même temps, c'est ce que les Français attendent. Fédérer, être partout. Moi, je suis une femme de gauche comme je peux être une femme de droite. J'ai pas de problème. Je suis incasable et inclassable. Je suis une femme de la ville, je suis une femme des champs. Je suis une maghrébine, mais je suis une 100% française. Et en fait, l'universalisme, ça se vit, ça se déclare pas. Et il y a beaucoup de gens qui se déclarent universalistes, mais j'ai envie de leur dire, mais c'est quoi l'universalisme pour vous ? Expliquez-le, parce qu'en fait, en face, ils sont capables d'expliquer ce que c'est le décolonialisme, le racialisme, etc. Mais nous, on est incapables de décrire de manière très accessible et que tout le monde se reconnaisse dedans, en tout cas la majorité pacifique, qui finalement est de notre côté. Quand on regarde bien, tout le monde partage nos valeurs. C'est qu'une minorité qui ne les partage pas. Les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et pourtant, les gens, vous leur dites, on est universaliste. Mais personne ne comprend rien. C'est quoi l'universalisme ? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à ce micro ? Mais l'universalisme, c'est considérer que l'autre n'est pas une identité et il est d'abord un être humain. Il est surtout un être humain, en dehors de sa condition sociale et de son origine. Et qu'on le traite d'abord comme un être humain, et que derrière l'universalisme social, c'est de se dire que
comme il est pour moi d'abord un être humain, je traiterai les questions sociales, sociétales, tout ce à quoi il est confronté, sous le prisme de son humanité, mais pas sous le prisme de son origine et de sa nationalité. Maintenant que des populations vivent des choses particulières, eu égard à leur origine, à leur culture, etc., c'est entendable. Moi, par exemple, les réunions non mixtes, je suis assez favorable. Mais moi, ce que j'en ferai, c'est pas ce que veulent en faire les décoloniaux. Moi, ce que j'en ferai, c'est un premier sas vers la compréhension que finalement, une fois que vous aurez compris qu'ensemble, il faut lever le tabou du non-dit, de ce que vous vivez dans vos cultures, vous allez voir que les autres, les universalistes de ce pays et d'un pays démocratique qui a des valeurs, pourront eux aussi embrasser vos causes et les faire leurs. Il n'y a pas de jugement, il n'y aura pas de racisme. Or, les femmes, dans un premier temps, elles sont tellement inhibées dans leur culture, elles ont tellement honte de ce qu'elles portent, elles sont tellement gênées en rapport, en miroir à la femme occidentale, qu'elles ont besoin de se lâcher entre elles, de pouvoir parler et de pouvoir dire les choses. Et une fois qu'elles les ont dites, il ne s'agit pas de construire un racisme envers le blanc, il s'agit de dire au blanc, tu me laisses d'abord, moi, me débarrasser de mes fantômes et de me débarrasser de toutes ces casseroles culturelles qui font que j'ai honte de l'amour, que j'ai honte du sexe, que j'ai honte d'aimer, que j'ai peur de divorcer, que j'ai peur de mon frère, que j'ai peur de mon père, que j'ai peur de quitter cette culture. Laissez-moi nous le dire entre nous, et puis quand on se sentira bien, on pourra se mélanger aux autres et on pourra comprendre comment une femme occidentale, elle vit tout ça de manière naturelle. Donc c'est ce que l'on fait de la particularité qui est important. C'est pas de le faire, c'est ce qu'on en fait. Or, moi, je trouve que les décoloniaux, les racialistes, etc., eux ont fabriqué ça pour haïr. Ils ont fabriqué ça pour faire des frontières. C'est comme si ils avaient subi et ils se disaient, ben, nous allons aussi faire subir aux autres ce que nous avons subi. Donc moi, je suis vraiment une universaliste pure et dure. Vraiment, pour moi, c'est important que les gens comprennent que, oui, il y a dans des cultures la nécessité de l'entre-soi parce que c'est pas facile. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu une sœur qui est décédée aujourd'hui, et qui, avec les femmes, elles se lâchaient. C'était extraordinaire. Elles arrivaient à parler de leur vie. Bonne sœur ou ta sœur ? Ma sœur, ma propre sœur. D'accord. Elles avaient souvent des réunions entre femmes. Et d'ailleurs, les femmes comme ça, africaines, maghrébines, elles parlent beaucoup entre elles. Elles se disent des choses incroyables qu'elles pourront jamais dire. Donc, ce sas, il n'est pas anti-blanc, il n'est pas anti-français. Il est la nécessaire passerelle pour passer au monde de la liberté, du féminisme occidental, et puis de la paix avec soi-même, et surtout de la rupture qu'on a envie de faire si on a envie. Voilà. Ce que tu dépeins, c'est l'universalisme contre la tenaille identitaire en réponse de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Mais tu sais bien qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'islamisme et le prosélytisme. Donc ces poches-là d'espace entre femmes, elles sont récupérées. Elles sont colonisées par le fondamentalisme. Comment aujourd'hui on peut, toi à nouveau, qui est quelqu'un de terrain, comment on peut lutter contre ça pour que ces espaces-là ne soient pas envahis par les personnes qui récupèrent ça ? On sait que qu'est-ce qui existe aujourd'hui en France comme espaces non mixtes qui peuvent ne pas être envahis par l'intersectionnalité, parce que c'est quand même moi, dès que j'entends non mixte, je pense tout de suite à nous toutes, intersectionnalité. J'avoue que comment on peut mettre ça en place ? Comment on peut faire ? Mais parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est de notre faute. Parce que quand on a vu tout ça se mettre en place, on a été tout de suite dans l'affrontement. Et en fait, on leur a donné raison. Si on s'était dit il se passe quelque chose chez les femmes, je vais employer leur thème entre guillemets racisé, il y a un besoin d'expression, il y a un besoin d'entre-soi, il faut peut-être aller voir et peut-être l'accompagner. C'est mieux peut-être que ce soit nous qui l'accompagnons, parce que nous, on en fera quelque chose de bien. Quand tu dis nous, ce sont des associations ou les l'État, universalistes, les républicains, D'accord. les laïcs, etc. Sauf que les républicains universalistes laïcs, ils sont toujours dans la guerre et dans l'affrontement. Et c'est pas une bonne méthode, parce qu'en face, ça souffre réellement. Contre... Voilà. Oui, parce qu'en face, ça souffre réellement, les populations. Elles souffrent réellement quand il y a ce désir de se confier, quand on a le poids des transitions, etc. Et nous, notre seule réponse, ça a été l'affrontement. Or, si nous, on avait rempli ce vide,
Sinon, on avait rempli ses poches. Où il y avait cette demande de passerelle en disant mais je veux bien entrer dans le monde des femmes modernes, mais tu sais c'est pas facile. Moi j'ai les islamis, j'ai mes parents, j'ai le père, j'ai la mère, j'ai la sœur, communautaire, etc. le quartier. Voilà. Et eux ils ont pris ce secteur. Ils l'ont pris et il leur dit vous voyez, vous souffrez, ils vous combattent. Et comment aujourd'hui repositionner nos combats en disant, écoutez, c'est simple, on n'est pas là pour fabriquer des fractures, on est là pour réparer ce que nous ne comprenons pas et peut-être on va le réparer ensemble en respectant ce que vous êtes. Parce que les intersectionnels, etc., c'est ça qu'ils ont compris. Et donc, ils ont pris, entre guillemets, un marché de souffrance dans lequel ils ont fabriqué du ressentiment. Et derrière, nous avons été, je peux le dire, mais totalement nullissime. Nous avons été... Parce que dans le milieu universaliste, républicain, laïque, etc., nous sommes imbus de nous-mêmes. C'est un milieu qui a la science, parce qu'il porte la liberté, l'égalité et la fraternité, il est au-dessus de tout le monde. Une sorte d'intelligentsia voilà. Alors que sur le terrain, ça marche pas comme ça. Quand une femme malienne te dit « je souffre », elle souffre. Vraiment. Soit tu dis « je t'aide », ou soit tu dis non, mais moi ta culture, non, ça marche pas, chez nous c'est la liberté. Non, mais sauf que ton niveau de liberté, c'est pas son niveau à elle. Donc soit tu l'accompagnes vers cette émancipation et cette liberté, ou soit tu la laisses entre les mains des intersectionnels, islamistes, des coloniaux et compagnie. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors oui, quand tu dis tu l'accompagnes, ce serait entendu, en me faisant l'avocat du diable, comme étant un esprit colonisateur, occidental. Mais non. Tu vois, c'est ça qui serait reproché dans cette démarche-là. Mais moi, je leur aurais fait la réponse, je leur aurais dit, OK, très bien, l'accompagnement, c'est de te permettre de fixer tes propres règles à toi. Et si tu as besoin de réunions non mixtes parce que tu as besoin de faire un chemin, parce que c'est important, parce que tu ne me diras pas tout à moi, parce que pour toi, je suis peut-être quelqu'un qui pourrait être quelqu'un qui va utiliser ta cause et peut-être te coloniser. Ok, j'entends ta souffrance, je la comprends, je comprends ce besoin de non-mixité, mais on est là. Et on est là, et à un moment donné, on pourra se rejoindre quand vous serez prête. Sauf que nous, on a dit, non, jamais, même pas en rêve, votre souffrance, on s'en fout, elle est communautaire, démerdez-vous. Ça, c'est un problème. Ça, c'est une position de l'extrême droite, pour moi, ce que tu dépeins. Oui. Beaucoup. Plus que de l'extrême gauche qui appuie au contraire et qui fait tout mais l'extrême pour que gauche, ce soit encore mais plus... à la fin, l'extrême gauche, elle a instrumentalisé pour que la passerelle n'ait jamais lieu, puisque c'est leur client. Absolument. Le marché de la souffrance, comme tu l'appelais très justement, donc, ils n'ont aucun intérêt à... Alors que nous, si on n'avait pas été en affrontement et si on avait été beaucoup plus ouverts, et j'allais dire universaliste à plusieurs étages. Si on s'était dit, bon, ok, on est universaliste, mais peut-être que sur la souffrance de ces populations, on peut mettre notre niveau un peu plus bas pour comprendre et peut-être nous, entre guillemets, être au chevet de ces souffrances, en accepter les règles qui ne nous plaisent pas au départ, mais on sait qu'à la fin, elles nous auront fait confiance et elles se diront, finalement, voilà, t'as fait le chemin, maintenant t'es libre. Tu me dois rien. Tu ne me dois rien. Je veux dire, même si tu me dis que tu as finalement fini par faire le chemin et que tu as accepté justement le poids de ces traditions et que ça te va et que t'es heureuse, t'as fait le chemin. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens libres. On veut pas des gens comme nous, on veut des gens libres. Or, on considère que quand tu commences à vouloir faire de la non-mixité pour te confier, d'abord, c'est que tu as un rapport au blanc qui est totalement erroné. Et ça, faut le corriger, parce que le blanc, c'est pas toujours un ennemi, c'est pas forcément un ennemi, et qu'il fait partie de ta société. Donc déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire que quand tu as fait, tu as cette souffrance, eux, ils considèrent que à la fois le blanc peut être un ennemi potentiel et qu'ils rejoindront jamais cette communauté nationale qui finalement est diverse. Elle est totalement cosmopolite. En fait, c'est n'importe quoi. Qui est blanc aujourd'hui ? C'est moi, on peut dire que je suis blanche. Enfin, c'est totalement voilà. Mais cette extrême gauche n'émancipe pas. C'est pas son premier rôle. Et nous, il faut qu'on réexplique que, en fait, on n'est pas là pour dire aux gens que vivre comme une femme occidentale, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, si tu considères que tu as envie de vivre comme une femme de ta culture, moi, ça me pose pas de problème. Mais l'important, c'est que tu puisses avoir le choix et que tu puisses être dans ma communauté et qu'on soit ensemble. C'est ça la différence.
Alors, 2 choses. Quand on t'écoute, tu as l'air de connaître et d'avoir les solutions. Qu'est-ce qu'on attend pour, au sein de l'État, appliquer ce dont tu parles et mettre en place quelque chose pour que ça marche et pour que ça avance et d'arrêter d'instrumentaliser ces gens-là? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu fais comme lien entre ce que tu viens de dépeindre là, de décrire très concrètement, et ce que tu fais ce lien avec la lutte contre l'antisémitisme dans ce que tu viens de décrire? Mais total, parce que finalement, alors, pourquoi ça se fait pas? D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens incompétents, il y a très peu de gens courageux, et que en fait aujourd'hui on ne choisit pas des gens pour ce qu'ils peuvent apporter comme expertise et comme expérience, mais pour ce qu'ils représentent et surtout pour ce qu'ils sont capables de ne pas faire. Donc, c'est quand même hallucinant. Ouais. Donc on est quand même un peu dans un espèce de... Tu dépeins le règne de l'incompétence en fait. Ouais, un peu quand même, parce qu'il y a des solutions. Pas de vagues. Pas de vagues, et puis surtout c'est compliqué. Je sais pas moi, ce que je dis pourrait être appliqué. Mais oui, totalement. C'est ça, c'est très frustrant quand on t'écoute. On pourrait appliquer, il y a pas de problème. Et sur l'antisémitisme, c'est pareil. Il y a par exemple un documentaire, c'est 2000 ans d'histoire de l'antisémitisme, qui est extrêmement bien fait. À lui tout seul, il raconte tout. On peut le voir où? On peut le voir sur Arte. Oui. Il est excellent. Décider que finalement on s'attaque pas à la transmission de la Shoah et qu'on laisse courir. On a laissé courir pendant des années. Si c'est pas un choix politique, ça, si c'est pas une volonté, si c'est pas un espèce de laisser-aller extrêmement grave dont on paye le prix aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est capable de dire que de toute façon l'apprentissage de la mémoire, la lutte contre l'antisémitisme, la transmission de la Shoah, à l'école, c'est obligatoire et personne ne doit déroger à la règle, quelles que soient les conditions. Qui, aujourd'hui, dit ça? C'est personne. Donc, la classe politique, elle sait faire des miracles aux impôts, elle sait faire des miracles dans la fiscalité, elle sait faire des miracles pour fliquer tout le monde. Elle ne fait aucun miracle pour qu'on puisse bien vivre en société. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est vraiment ça c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éducation populaire est à la rue, il n'y a plus rien. Les ghettos sont encore là, même si l'antisémitisme il n'est pas propre qu'aux ghettos. Il y a énormément de jeunes dans les milieux bourgeois sous couvert de l'anticapitalisme, impérialisme, etc., qui ont le bagage antisémitisme dedans. Mais quand même, quoi, on a renoncé. On a renoncé sur les choses les plus simples, sur le bon sens. Et aujourd'hui, il n'y a aucun homme politique qui a un discours suffisamment élaboré et clair pour faire de l'universalisme une cause nationale qui trouve des actions concrètes dans toute la société. L'universalisme, c'est pas rien. L'universalisme, c'est l'antithèse du type qui te dit « Ouais, non, mais bon, il a violé, mais il est noir. » Mais tu comprends, il est noir, mais avec ce qu'il a vécu. Mais c'est lui dénier son humanité, mais c'est profondément raciste. Ou de dire que l'antisémitisme, finalement, dans les quartiers populaires ou chez les Maghrébins, ça n'existe pas parce qu'on ne va pas les accabler en plus de ce qu'ils pourraient vivre. Non, mais c'est assez hallucinant, quoi. Moi, ça me dépasse. De la colonisation arabo-musulmane aussi, mais dont Madame Taubira ne voulait pas parler pour ne pas ajouter au Mais c'est marrant parce que les décoloniaux s'imaginent lutter contre ceux qui les colonisent en prenant toutes les idéologies de gens qui les colonisent en 2024. Parce qu'ils ont complètement colonisé leur cause. Parce que s'ils n'avaient pas colonisé la cause, moi, j'allais dire, je me fais un petit film, mais si j'étais chef, entre guillemets, de ces gens, je leur apprendrais à demander l'égalité, à vivre nos principes républicains en faisant des sittings devant l'Assemblée, en ayant des écoles qui tiennent la route, en ayant accès à la culture, en remettant les colonies de vacances, en ayant une vie en société qui leur redonne de la dignité, etc. J'irai pas leur vendre la cause palestinienne. C'est proprement méprisant pour eux. Or, on voit bien, ils se disent, oui, non, mais tu comprends, si tu embrasses ma cause, t'as un esprit colonialiste. Non, mais je t'explique, c'est l'extrême gauche qui est colonialiste encore avec toi. Et en plus, c'est pour ceux qui l'auraient compris, dont Ouria Boutelja, pour ne pas la citer, qui explique que finalement LFI, etc., sont aussi, parce qu'elle est pas idiote, elle se sert d'LFI, elle a bien compris. Voilà. Mais finalement, c'est un marché pour eux aussi. C'est un commerce.
Ils sont anti-tout, finalement. Ouria Boutelja, de ex-parti des indigènes de la République, pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Parce que... décolonialistes, indigénistes. Oui. Parce que l'histoire de cette femme et de beaucoup de gens de ma génération, c'est que finalement, on a vu les mêmes choses, on a vécu les mêmes choses, mais c'est ce qu'on en fait. Soit tu décides de te dire que tu fais communauté nationale avec tout le monde et que tu répares avec tout le monde tout ce qui ne va pas, ou soit tu décides de t'ériger contre une société en fabriquant des mensonges, en fabriquant des fléaux ou en surestimant un certain nombre de fléaux. Et c'est ce qu'ils font. Et évidemment, pour eux, le juif est le principal coupable. 400 000 juifs, on a à peu près 5-6 millions de musulmans, mais 400 000 juifs seraient responsables de la vie de 5-6 millions de musulmans. Moi, je dis que c'est extraordinaire. C'est comme si tu avais un éléphant qui venait se plaindre tous les jours qu'il y avait une fourmi qui le grattait, quoi. Je veux dire, c'est dingo. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. Quand je vais chez quelqu'un et qui s'appelle Cohen, qu'il a une boutique, il l'a pas volé. Je sais pas, quand je vais chez Ahmed et qui tient une pharmacie, il l'a pas volé non plus. Je pense que les gens font des choses eu égard au travail qu'ils ont mis pour faire de leur vie ce qu'elle est. Personne n'a intenté la vie à qui que ce soit pour être où il est. Donc ils sont partout, ils ont tout. Oui, je veux bien, mais pendant que tu te focalises sur le juif qui aurait tout, qui croit tout, qui pense tout, qui détient tout, etc., explique-moi où t'en es. Je veux dire, et occupe-toi de savoir à toi avoir autant. Parce qu'on peut pas tout être partout. Je veux dire, s'occuper des autres, ça nous empêche de nous occuper de nous-mêmes. Donc, si tu as envie d'être un grand, éminent chirurgien, bah, je sais pas. Rien ne t'en empêche. Voilà, rien ne t'en empêche. Donc, cette espèce de façon de à chaque fois aller chercher le juif comme coupable de tout, ça m'exaspère. Parce que dans la culture maghrébine du Inch'Allah, toi, t'as attendu Inch'Allah, lui, il a pas attendu Inch'Allah. Il est allé à l'école, il a fait ce qu'il fallait. Donc, maintenant, le pouvoir serait entre les mains des Juifs. Excusez-moi, c'est faux, parce que dans la société, il y a énormément de Français issus d'immigration maghrébine qui s'en sortent, qui ont des beaux métiers, qui ont du fric, qui vivent très bien, qui partent en vacances et qui ont rejoint même parfois les fortunes en France et la bourgeoisie. Donc, si on veut faire les comptes, eux, ils sont 400 000, il y en a 6 millions, à la fin, on va arriver à la même chose. Donc, c'est cette espèce de jalousie bête et qui empêche les gens de progresser et d'avancer. Mais si on remettait de l'humanité, et si on considérait que la Shoah est un devoir de mémoire qui finalement est un devoir d'humanité pour tout le monde, et que si on veut plus que ça recommence pour les Juifs, on veut pas que ça commence un jour pour les autres, parce que c'est pareil, on veut que ça commence pour personne. Et c'est pas en disant oui, mais il y en a que pour les Juifs. Non, c'est juste que c'est le dernier grand drame de notre humanité et qu'il a cette particularité que c'est l'industrialisation de la mort à l'échelle européenne, ce qui n'a jamais existé auparavant. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est sans fin. Il y a encore aujourd'hui, moi, des reportages que je n'ai, des pans de cette histoire que je n'avais jamais vus. Et donc, il y en a encore plein. Et ça, c'est important parce que ça montre la capacité incroyable et infinie de l'homme à organiser l'extermination d'autres dans un espèce de dédale d'industrialisation et d'organisation que personne a imaginé au départ. Et ça, c'est la particularité de la Shoah. C'est pas de dire que la Shoah est supérieure à d'autres drames. C'est de l'étudier et de comprendre comment on a pu en arriver là. Et du coup, ça concerne tout le monde. Et c'est comme ça qu'on doit présenter la question de l'antisémitisme. C'est pas la question du juif, c'est la question de comment on a pu organiser l'extermination d'un peuple dans ces conditions-là, avoir des registres, des photos, des gens, des entreprises, etc. Ça s'est jamais vu. Comment tu expliques alors, à nouveau, 2 questions qui me viennent en t'écoutant et plein d'autres, mais 2 principales. Donc, à t'entendre, l'universalisme aujourd'hui ne passera pas par nos politiques, mais peut-être par le réseau associatif. Tout à fait. Ouais, c'est ce que tu penses ? Oui, je pense, oui. D'accord. Ah non, il ne passera pas par nos politiques, parce qu'ils sont incapables d'abord de le définir, et qu'en plus, pour le porter, il faut qu'ils s'attaquent à des niches et à des poches pour lesquelles ils n'auront pas le courage de le faire. Et la deuxième chose, tu parles de la Shoah. Moi, ce qui me fait le plus peur dans la Shoah, quand on regarde ces images, c'est évidemment les gens qui sont
qui tombent dans un... Il y a eu plein d'études psychiatriques même de cette folie qui ont expliqué que quand un homme est certain, ou même un humain, d'être dans son bon droit, d'accomplir quelque chose de juste, il peut passer les frontières de l'horreur, en fait. Et donc, tous ces gens qui ont suivi, aujourd'hui, on voit ces mouvements dont on parle, contre lesquels je mets parce que c'est mon cas aussi, on voudrait lutter contre, on a parlé des décolonialistes, des indigénistes. Il y a des personnes qui tombent dans ces travers-là, mais qui croient, qui sont honnêtes. Est-ce que tu penses que c'est vrai ? Est-ce que tu penses qu'il y a une poignée de gens, tous ces jeunes, beaucoup, la jeunesse est très touchée aussi. On sait que la jeunesse vote beaucoup Mélenchon. On sait qu'il joue énormément là-dessus. Il joue d'ailleurs beaucoup sur ces termes avec Yael Braun-Pivet, il l'a fait, Mélenchon. Cette ambivalence, pratiquement plus ambivalente en fait, parce que c'est quand même super clair. Comment tu penses pouvoir lutter contre ça ? Est-ce que tu penses que ce parallèle-là existe aujourd'hui, sans tomber dans le point Godwin de base, mais est-ce que tu penses que ça existe ? Et comment on peut enrayer ça ? C'est comme si on n'apprenait pas de l'histoire. C'est comme si on avait quelque chose. Faut que tout c'est quoi cette phrase dans Le Guépard de Visconti ? Il faut que tout change pour que rien ne change, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre ça et qu'on est dans un monde de fous, en fait, et qu'on répète les choses. Plus on renonce, et plus ils avancent. Et c'est flagrant. Et ils ont compris qu'il y avait suffisamment de gens vulnérables auprès de qui c'était facile de vendre cette haine, parce que c'est carrément de la haine. Ouais. On n'a pas basculé, on a basculé en 2015, bien sûr, en 2012 avec Mera, mais on n'est pas encore en guerre civile. Je pense que ces gens-là œuvrent à une guerre civile. Chaque acte antisémite, c'est leur œuvre. Moi, je considère, et je le dis en toute tranquillité, c'est leur œuvre. Ils ont pour eux, un juif attaqué, c'est une victoire. Même si ils s'indignent, ce qui est totalement indécent et assez hallucinant. Parce que c'est flagrant. C'est flagrant c'est incroyable de voir les conditions sociales dans ce pays, où on en est, le pouvoir d'achat, la vie qui est difficile pour tout le monde, etc. Et que ces gens-là ont pris fait et cause pour la Palestine 24 heures sur 24 depuis le 7 octobre, mais bien avant. Oui, il y a eu d'ailleurs des études, j'en profite de dire, de comptes Twitter pour analyser le nombre de tweets faits sur des conflits. La liste est très longue, Ukraine, Syrie, etc. Et on a vu chez certains députés, notamment 2-3, Aymeric Caron, qui avait Thomas Porte, et Guiraud. Puis voilà. Qu'il y avait un nom totalement hallucinant, 99% de tweets contre Israël. Et donc voilà, donc c'est clairement il y a un terreau étudié. Au départ, il y avait un terreau d'antisémitisme qui était plutôt canalisé. Ils enflamment ce terreau, ils fabriquent des jeunes qui ont envie de passer à l'acte. Et quand ils passent à l'acte, ces gens-là ont le culot de s'indigner et de porter des condoléances. Oui. Mais c'est quand même assez incroyable. Enfin, et je pense qu'ils ont envie d'en découdre, ils ont envie d'enflammer la société. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on est plus nombreux qu'eux. Et qu'ils sont ultra minoritaires. Ils pensent que le bruit fait le nombre. Mais le bruit ne fait pas le nombre. Parce que ceux qui se taisent aujourd'hui, qui sont les Français de toute origine et de toute classe, qui sont le nez sur le guidon sur leur quotidien, pas de travail, mal payés, je peux pas partir en vacances, mais ils en ont rien à faire de la Palestine, d'Israël. Et la plupart des Français sont totalement opposés à l'idéologie du Hamas. Parce que pour eux, c'est le Bataclan, c'est Mera, c'est Daesh, etc. Donc, notamment les Français des campagnes, dont on n'a pas parlé, mais les Français des campagnes, bien sûr. Donc Mélenchon espère foutre le feu. Et à mon avis, il alimente le racisme, c'est-à-dire qu'il crée les frontières, il érige une jeunesse et une population en lui faisant porter la bandoulière de la haine, la bandoulière du rejet de nos valeurs. Et au final, c'est eux qu'il va envoyer au front et qui vont se prendre tout la défiance et le racisme des Français dans leur globalité. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que, moi j'ai envie de dire aux jeunes, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes totalement manipulé par Mélenchon ? C'est-à-dire que le type, c'est un gourou level... alors là, je vais faire un point Godwin, on va me prendre pour une dingue, mais genre Hitler, quoi.
Le mec, il est en train de fabriquer des dingues. Oui. Non, mais je pense à une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux où il y avait une transposition. Mais c'est pas. Non, mais c'est-à-dire que le gars, il dit, voilà quoi. Nous sommes en danger. Les Israéliens, les Juifs tiennent le monde à l'attaque au front. Mais les gars, quand vous allez aller au front, vous allez être 10, on est 5 millions. Donc là, ça va faire drôle, quoi. Alors, j'en ris, mais c'est un peu nerveux aussi, j'avoue, ce rire. Mais tu sais qu'on dit souvent que l'histoire est faite par des minorités. Mais oui, donc... mais sauf qu'on est là. On va pas se laisser aller. Et voilà, moi j'ai un mari qui s'est jamais senti juif de sa vie, mais même pas 2 minutes. Hein. D'ailleurs, je lui ai déjà posé la question et il m'a regardé avec des grands yeux, j'ai jamais eu de réponse. De quoi ? Quelle question ? Est-j'ai tu te sens juif ? J'ai toujours pas la réponse. Ouais. Moi, par contre, je me sens juive. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Et là, juif pour deux. Ouais, voilà. Et quand il y a eu le 7 octobre, il m'a dit, s'ils pensent que cette fois-ci, ils vont nous emmener dans les camps sans rien dire, ils rêvent. C'est bien ça. Voilà. On entend d'ailleurs beaucoup de personnes dire cette fois-ci on se taira pas. Non mais moi jamais Yves s'est senti juif quoi. Ouais. Yves est juif aujourd'hui quoi. Voilà donc c'est un contre-effet voilà. qui. Mais oui parce que c'est absolument incroyable quoi de sentir que finalement en 2024 le fait d'être juif ça questionne, ça suscite autant de haine. C'est absolument incroyable. Moi depuis que je suis gosse. Depuis que j'ai 11 ans, je me suis toujours posé la question, j'ai toujours pas la réponse. Alors évidemment, on va me dire, oui, c'est les religions, ils ont tué Jésus, bon bref, toutes les salades. Alors ce qui est faux quand même, j'ai fait un exposé dessus à la Sorbonne, d'ailleurs quand j'étais étudiante, pas du tout en fait. Voilà, mais moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'étais enfant, ça fait drôle. À 11 ans, tu te poses la question et tu te dis, mais pourquoi il les tue ? C'est quoi le... Alors c'est quoi ? Est-ce que ce serait pas de la jalousie ? Parce que justement, tu parlais de cette réussite et de cet ancrage dans l'optimisme, dans la projection. Voilà. Mais c'est la vie, c'est parce que la religion juive, c'est la vie. D'ailleurs, quand on va dans une synagogue, c'est hyper joyeux, ça chante, c'est gai. Même par rapport à la religion catholique, y a un fossé. Les islamistes, pour eux, la mort, c'est le Graal. Ouais. C'est le succès. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'eux, ils aiment la mort, les juifs aiment la vie. Et quand tu aimes la vie, tu vis pas de la même façon. C'est-à-dire que chaque jour, tu fais. Et eux, chaque jour, ils font tout pour creuser, comme dirait l'autre. Pour gagner des points, pour aller au paradis. Non, mais c'est terrible. C'est terrible parce que c'est culturel. Et moi, ça me désole parce que j'aime mes origines, j'aime ma culture, j'aime mes parents, j'aime mon histoire. Elle fait partie de moi. C'est mon enfance, c'est mes frères et sœurs, etc. Et ça me désole, ça me rend triste. Ils comprennent pas le message. Vivez, les gars. Faites, arrêtez de me dire c'est la faute de machin. Mais en fait, on s'en fiche. Moi, c'est ce que j'ai appris de mon père. Mon père, il me disait toujours, tu dois toujours tout faire pour toi. Et en fait, j'ai jamais appris à me plaindre. Et je pense que quelque part, c'est la façon dont on vit. Elle organise aussi la façon dont on fait sa vie. Et le juif peut-être est détesté pour ça. Il y a une Silicon Valley à Tel Aviv, c'est incroyable. Ils ont des innovations de dingue sur les médicaments. Il y a plein de pays musulmans qui se fournissent en médicaments en Israël et qui retirent les étiquettes pour pas dire que ça vient d'Israël. Non, mais c'est quoi ce délire ? Oui, mais c'est un État d'apartheid. Oui, moi je suis alors un État d'apartheid. Alors Zora, qu'as-tu à dire là-dessus ? Alors voilà, donc moi je suis allée en Israël 2 fois, donc on va dans des restaurants, c'est mélangé. Et j'ai même assisté à une scène, et d'ailleurs j'ai encore la vidéo, où il y a eu un anniversaire d'une famille probablement juive, et il y avait des familles musulmanes à d'autres tables, et au moment des bougies, c'est l'ensemble du restaurant qui a applaudi, quoi. Il y a 2 millions de musulmans en Israël. Et donc l'apartheid, je vois pas où il est. Qu'il y ait, comme en France, un apartheid où évidemment, entre la Courneuve et le 16e, il y a une frontière. Oui. Ça, excusez-moi, c'est planétaire. Oui. Ça existe au Brésil, en Argentine. Les gars là, de LFI, vous habitez où, vous ? Oui. L'apartheid, ils le font pas, eux ? Est-ce que leurs gosses vont dans les écoles publiques où le niveau est très bas parce qu'il y a plein de difficultés sociales, parce qu'il y a un entre-soi communautaire ? Non.
Donc, ils nous parlent d'un apartheid que eux pratiquent dans leur vie. Mais l'apartheid dont on parle en Israël, c'est un apartheid de pays comme dans n'importe quel autre pays. Les plus riches habitent à tel endroit et les plus pauvres à tel endroit. Donc, moi, j'ai vécu 2 fois en Israël 15 jours et j'ai vu un pays où, d'abord à Tel Aviv, tout le monde fait du sport, il y a des infrastructures sportives en plein air, tout le monde travaille. En technologie, ils sont excellents. Ce pays a 75 ans. Des killer en mais technologie. C'est incroyable. Ce pays a 75 ans. Droit des animaux, je rappelle toujours aussi. 60 parcs à chiens à Tel Aviv. Énorme, j'adore. Voilà. Donc, voilà, c'est un pays où on se dit on est en danger, mais en fait, ça se voit pas. Il n'y a pas de sécurité. On n'a pas peur. On peut rentrer de la plage à 4h du matin, il n'y a pas de problème. Et c'est la vie, quoi. Et c'est pour ça qu'Israël est en 5e pays les plus heureux. Alors peut-être que ça changerait aujourd'hui avec ce qui s'est passé. C'est plus compliqué. Mais n'empêche que c'est une destination touristique incroyable. Pourtant, tu sais bien que sur les réseaux sociaux, on dit qu'il y a des sous-citoyens, on dit qu'Israël est raciste envers les Noirs. Ça tourne beaucoup, malheureusement. J'en viens aux médias, aux réseaux sociaux, et à une autre question aussi, en t'écoutant parler. D'abord, quel lien tu as avec tes parents, enfin, ta famille, on va dire plutôt, aujourd'hui, tes frères, ta fratrie, par rapport à tes prises de position publiques sur les réseaux sociaux, à la télé, quel lien tu as avec eux par rapport au fait que tu défends Israël, déjà, dans un premier temps? Comment tu vis ça? C'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué. Alors, il y a du respect, donc il n'y a pas vraiment de guerre. Mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que ça m'a totalement démarqué de manière très concrète. Ouais. C'est dur pour eux. Ça ne l'est pas pour moi. Ouais. C'est marrant, c'est ça. Parce que j'ai fait ce qu'on appelle une transidentité. J'ai totalement accepté mes choix identitaires. J'ai gardé ceux dont j'ai hérité, comme un socle joli et beau qui est celui de mes parents. Mais j'accepte aujourd'hui l'identité que je me suis choisie. C'est-à-dire que je suis une femme française, d'origine maghrébine, passionnée par le peuple juif et Israël, et point. Et celui qui n'est pas content, c'est le même prix. Voilà. Donc, globalement, mes frères et sœurs, sont résignés, parce qu'on se respecte. Ils se disent, voilà, elle est libre, elle on fait la ce qu'elle changera veut. pas. Voilà. Certains ont été plus virulents, mais bon, voilà. Tu as pu te marier facilement? Oui, alors ça, oui, parce que mon père est... Oui, parce que d'abord, il n'est pas juif. T'étais pas toute seule à ton mariage, quand même? Non, t'as eu quelques non, il y avait du invités? monde. Non, il y avait mes frères et sœurs, et puis mes frères et sœurs aimaient beaucoup Yves, l'aiment beaucoup d'ailleurs. Mon père aimait beaucoup mon mari. Non, j'ai pas eu de... Non, j'ai pas une famille violente, ou pas du tout. Ça fait bizarre pour je les comprends, une fratrie en entier comme ça, il y en a un qui s'échappe on est 13 enfants quand même, il y en a un qui part de la fratrie, et moi j'ai été un peu un pilier, quoi. J'ai été celle... T'es où dans la fratrie? Je suis au milieu, il y en a 6 avant et 6 après, je suis la première à être née en France, donc mes parents ont investi beaucoup en moi. C'est mes parents qui m'ont quasiment fabriqué et qui m'ont presque filer les clés de la liberté en disant tu dois être libre pour nous parce qu'on vient d'arriver dans ce pays et que c'est toi qui vas nous représenter. Venant d'où? Je ne sais pas si tu l'as dit. D'Algérie. Donc j'avais un positionnement un peu particulier. Et donc, j'allais dire, c'est un peu de leur faute si je suis devenue une vraie Française. Et donc, j'ai quitté un peu la fratrie comme ça, mais j'ai toujours autant d'affection et d'amour pour eux. Je les comprends, mais je ne suis pas capable de faire cheminer des gens contre leur gré. Et voilà, ils ont décidé, eux, d'être ce qu'ils sont, de penser... Voilà, je vois certains, ils ont le drapeau palestinien dans leur compte. Et bon, voilà, c'est leur vie. Mais moi, je ne me cache pas, ils le savent, et c'est comme ça. Et c'est pas grave. Comment un citoyen aujourd'hui, ordinaire, c'est un peu péjoratif, un citoyen... peut, selon toi, agir pour lutter contre l'antisémitisme? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, qui veulent faire quelque chose? Qu'est-ce qu'ils peuvent, je sais pas, décrocher leur téléphone, aller sur Internet, sur un site? Il faut trouver la bonne formule pour expliquer ce que c'est la Shoah et le sens qu'elle a dans une société, dans une humanité, et pour l'humanité tout entière. Il faut pas la personnaliser aux Juifs, même si c'est le Juif, 6 millions qui ont payé, mais pas que. Il y avait les tziganes et les communistes, mais n'empêche que c'est pas... Il faut se décoller
il faut reprendre un autre chemin pour y revenir aux 6 millions de Juifs, mais d'abord expliquer comment ce drame de l'histoire est important de continuer d'étudier et de continuer de regarder et de cultiver pour qu'il ne se reproduise pas et justement être en alerte à ses prémices. C'est comme ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut expliquer. C'est pas de dire nous allons parler des Juifs. Non, c'est plus que ça. C'est encore pire. Tu vois des prémices aujourd'hui ? Bon, c'est un peu une question. Non, pas vraiment, mais je vois des prémices de guerre civile, un peu. Ouais, un peu quand même. Je vois quand même on voit quand même des gens qui se chauffent entre eux. Liés à l'antisémitisme ou liés à plutôt des causes sociales et des causes... Je pense que l'antisémitisme, c'est ce qui permet aux gens de se fédérer, puisque là, ils se mettent tous d'accord, extrême gauche, extrême droite. Ils trouvent les terrains d'entente pour se partager. Moi, j'ai vu des émissions de radio entre islamistes et mecs de l'extrême droite. C'est absolument... oui, incroyable. Incroyable. Ils sont ensemble dans le même studio. Oui. Pourtant, ouvertement, on dénonce souvent justement le fait qu'il y a un double discours, mais la façade... Non, il y a des... je t'enverrai ça, mais il y a des connivences de circonstances par haine du juif. D'accord. Et ça fédère. La haine du juif, ça fédère. On le voit bien. On le voit bien. On le voit bien dans les gens qui tiennent des propos antisémites, que quelque part, c'est assez large comme population. C'est quand même... Il y a du monde. Le juif, on voit bien dans le monde. Oui, ça on ne peut pas le nier. Il n'y a que 14 millions de juifs dans le monde. Et c'était le but d'ailleurs du Hamas et de l'Iran et de faire en sorte qu'il y ait la rue qui se soulève. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé la parade. Oui, non, on est juste antisioniste et il faut virer Netanyahou. Oh, d'accord. Mais chiche, Netanyahou part. Normalement, l'antisémitisme devrait disparaître. Mais que nenni. C'est-à-dire que ces gens-là, au lieu d'assumer l'antisémitisme, ils ont trouvé sionisme. Et au lieu d'assumer leur haine anti-Israël, ils ont trouvé Netanyahou. En fait, il n'y a jamais de courage. Il n'y a jamais de paroles franches sur ce qu'ils pensent vraiment. Mais personne n'est dupe. Heureusement que nous sommes tous aguerris et en alerte pour comprendre les messages subliminaux qu'ils tentent de faire passer. On voit bien que Thomas Porte, hier, vient de mettre en danger un franco-israélien en racontant tout un mensonge incroyable. C'est absolument surréaliste. C'est comme si un gars du RN prenait un type qui avait fait je sais pas quoi dans une banlieue et s'était amusé à lui coller un délit qu'il n'aurait pas commis. Il y aurait vent debout, Mélenchon, etc. Et pour le juif, tout est autorisé et tout est permis. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Un juif a de l'argent, mais les Maghrébins en ont, des Africains en ont, des Russes en ont, des gens des pays de l'Est ont de l'argent. Mais c'est ça qui est incroyable. Il y a une espèce de fantasme qui a 2000 ans et on se dit, mais 2000 ans après, remarquez, il y a bien des gens qui pensent que la Terre est plate et les antivax, c'est encore pire. Donc, je me dis, mais il y a encore des clients pour aller croire des trucs assez incroyables. Sauf que ils peuvent être dangereux. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, totalement endoctrinés, ce sont ceux qui commettent le pire. On le sait. C'est les petites mains qui commettent le pire. C'est ceux à qui on donne la calache. C'est ceux à qui on donne le couteau. C'est ceux à qui on donne les bombes de le faire. Et donc, si on leur dit, écoutez, c'est simple, si vous vivez très mal en France, et s'il se passe tout ce qui se passe, c'est à cause des Juifs. Parce que c'est un peu ce qu'on dit quand même. Ah bah oui. C'est un peu ce qu'on dit. Donc au bout d'un moment, quand on... Ce qu'on lit partout, en tout cas, sur mais voilà. Près de la jeunesse, sur les réseaux. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Zora, on arrive à la fin de notre échange. Ça passe toujours très vite. Tu es passionnée. C'est passionnant de t'écouter. T'as vu ? Ça passe vite. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose qui te tient à cœur, un message pour les gens qui nous écoutent, pour la jeunesse, pour clore cet échange? Oui, moi j'ai un message pour tous nos amis, mes amis universalistes, laïcs, républicains, tous ceux qui sont brillants, qui ont tout compris, qui pensent bien, qui savent faire des tribunes, des conférences, etc. Allez chercher sur le terrain toutes les associations qui partagent vos valeurs et aidez-les. Aidez-les. Même si vous n'allez pas sur le terrain, même si ce n'est pas vous qui y allez, mais aidez-les. Donnez-leur un coup de main, formez-les, donnez-leur des outils, aidez-les à avoir des moyens, parce que ce sont eux qui fabriquent
concrètement sur le terrain vos valeurs. Ce sont eux qui leur donnent vie. Vos valeurs ne valent rien sans que les autres ne leur donnent de la vie. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais je constate que vos valeurs ne valent rien. Elles restent dans les salons mondains. Elles restent, voilà, j'allais dire, c'est du plaisir intellectuel. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'idée de défendre des idées du point de vue intellectuel, ce qui est extrêmement important. On voit bien le J'accuse de Zola, on voit bien que dans l'histoire de l'humanité, les intellectuels ont joué un grand rôle. Mais il y a un grand vide. C'est-à-dire qu'entre vous et la vie, entre vous et le terrain, il ne se passe rien. Or, l'extrême gauche et l'extrême droite l'a très bien compris. Ils ont investi le terrain, ils ont investi l'éducation populaire, ils ont investi les universités, ils ont investi les corps enseignants, etc. Nous, les universalistes républicains laïcs, ils ont investi les salons, les égaux, les prix, et moi ça me désole. Or, il y a plein de petites associations partout qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir avoir des gens qui les poussent et qui leur donnent un coup de main, qui les forment, qui leur donnent des outils, qui leur tissent des passerelles, qui les valorisent, qui leur donnent les moyens de s'étendre. Et en fait, ce n'est rien d'autre que de vous dire, nous avons des valeurs et nous allons tout faire pour que ces valeurs aient de la vie sur les terrains auprès des populations et ceux qui ont envie de vivre aussi sous nos valeurs et pas sous celles des valeurs de LFI ou de l'extrême droite. Voilà, je vous l'avais dit, donc on clôt cet échange avec donc une femme de terrain et ça s'entend un peu beaucoup et passionnément pour ce 9e épisode. Je te remercie infiniment, Zora, d'être venue de m'avoir donné la parole, Héloïse. Vous pouvez donc retrouver ce 9e épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify et également sur le DAB+ de Radio RCJ en numérique, sur le site également dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Très bonne semaine à vous.